Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce webinaire organisé par la Fédération des entreprises publiques locales sur le thème des réseaux de chaleur avec une question à laquelle nous allons essayer de répondre tout au long de cet après-midi, de cette heure et demie passée ensemble. Donc, pourquoi et comment recourir à une entreprise publique locale dans un contexte d'envolée des prix des énergies fossiles et de l'électricité. Les réseaux de chaleur s'offrent comme une opportunité pour favoriser la transition énergétique des territoires, plébiscitée par les usagers du service public. Les collectivités territoriales ne s'y trompent pas puisqu'un tel équipement peut stabiliser la facture énergétique de nos concitoyens et il offre aussi la possibilité de structurer des filières sur le territoire à partir de la géothermie, de la biomasse, on va voir toutes les possibilités qui s'offrent donc aux collectivités. Pour relever ce défi, les collectivités s'appuient de plus en plus sur les SEM, les SPL et les CEMOP pour déployer leur réseau de chaleur. Une approche innovante, pragmatique et gagnante pour toutes les parties prenantes. Les EPL disposent en effet de compétences techniques indispensables au développement et à l'accompagnement de projets complexes. Alors vous, chers élus, chers techniciens, derrière vos écrans, vous vous posez de légitimes questions. Pourquoi et comment créer une SEM, SPL ou une CEMOP pour construire et exploiter un réseau de chaleur? Pourquoi et comment faire appel à une SEM ou une SPL déjà existante? Et quels sont les outils de financement mobilisables pour porter ces projets via une entreprise publique locale? Nous allons tout simplement y répondre avec nos invités que je m'empresse de vous présenter, mais je vous invite aussi à nous poser un certain nombre de questions de votre côté. N'hésitez pas par chat. Il y a un onglet qui est dédié là-dessus et je vous fais confiance pour le repérer. Il y a une équipe dédiée à la Fédération des entreprises publiques locales qui récupérera toutes vos remarques et qui m'en fera une petite synthèse pour que je puisse remonter vos remarques justement auprès de nos invités. Benoît Mercuzot, merci d'être là en présentiel avec nous. Vous êtes vice-président aux finances d'Amiens Métropole et vous êtes président directement de la CEMOP Amiens Énergie. Arnaud Minsan, référent réseau de chaleur de l'ADEME, est aussi avec nous. J'en profite pour vérifier si tout le monde est là. J'aperçois le nom de M. Minsan. Je suppose donc qu'il est branché. On vous donnera la parole au moment de votre intervention. Bonjour, M. Minsan. Merci d'être là. Frédéric Covin, que j'aperçois aussi sur le mur d'écran que nous avons devant nous, directeur général adjoint en charge de l'énergie du groupe CERM, SA3M, président de la filiale Énergie du Sud. Bruno Paris, qui est vice-président de Lorient Agglomération en charge de la transition écologique et PDG de la SPL Bois Énergie Renouvelable. Là aussi, j'essaie de vérifier si tout le monde est bien connecté. J'espère que vous êtes avec nous, Monsieur Paris. Avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, Benoît Mercuzot, vous êtes aussi président. Vous êtes président, moi multicarte, président de la commission CEMOP au sein de la Fédération des élus des entreprises publiques locales, donc la force habitante de ce webinaire. Peut-être qu'on peut rappeler peut-être en deux mots à quoi sert cette fédération des EPL et rappeler en même temps la spécificité, les spécificités juridiques des SEM, SPL et autres CEMOP. Bonjour d'abord et très heureux de participer à ce webinaire consacré au réseau de chaleur. Alors, la Fédération des EPL, les entreprises publiques locales, c'est d'abord et avant tout une association d'élus dont les collectivités ont fait le choix de créer une ou plusieurs entreprises publiques locales. Globalement, pour donner un chiffre très rapide, il y a globalement 1400 EPL en France et en métropole et en outre-mer. Et puis, globalement, chaque année, il y a à peu près entre 15 et 30 EPL qui se constituent. Alors, il y a effectivement trois formes d'entreprises publiques locales. Il y a d'abord la forme la plus classique, la plus ancienne. Ce sont les fameuses SEM, les sociétés d'économie mixte. Alors, les SEM sont constituées par les collectivités qui veulent inscrire le fonctionnement d'un de leurs services publics dans un cadre concurrentiel.
tout en évidemment conservant une part de contrôle, puisque la particularité de la SEM, c'est que la collectivité ou plusieurs collectivités, en tout cas les personnes publiques, doivent être majoritaires, ce qui implique d'ailleurs que la collectivité ne peut pas traiter directement avec la SEM, mais qu'elle doit passer par une procédure de mise en concurrence, ce qui est un point évidemment important. L'intérêt de la SEM, c'est qu'elle fait participer par définition des acteurs privés qui doivent composer au moins 15% du capital. Et donc, ça lui permet, eh bien, ça permet à la SEM et donc à la collectivité qui est majoritaire, eh bien, d'avoir le point de vue au moment d'agir, d'avoir le point de vue de ses partenaires privés qui doivent donc vraiment être considérés comme des partenaires. Une autre forme beaucoup plus récente est celle de la SPL. La SPL, c'est donc la société publique locale. Elle doit être contrôlée par au moins deux collectivités. Et la différence avec la SEM, c'est que là, les collectivités sont propriétaires de la totalité du capital, ce qui signifie que la collectivité, les collectivités qui sont actionnaires, vont pouvoir traiter directement ce que l'on appelle in-house, donc sans passer par une procédure de mise en concurrence, et ce qui permet, là encore, d'apporter de la souplesse, tout en maintenant un contrôle très étroit sur l'exécution du service public qui serait confié, par exemple, à la SPL. Et puis la toute dernière forme qui est faite cette année, c'est 10 ans, eh bien c'est précisément la CEMOP, Société d'économie mixte à opération unique. Et la CEMOP, c'est ce qui est particulier par rapport aux deux autres modes, c'est que là, la personne publique ou les personnes publiques peuvent être minoritaires et elles vont s'adjoindre donc un partenaire industriel pour une opération unique, comme le nom l'indique, donc pour l'exécution d'un service public. Et la mise en concurrence se fait à l'origine. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ces différents points. Voilà 1400 EPL et voilà la gamme composée de trois éléments, SEM, SPL, CEMOP. J'espère avoir été à peu près clair. Bravo pour ce bel effort synthétique, cher Benoît Mercuzot, et on verra les conséquences territoriales et opérationnelles finalement de ces modèles juridiques dans l'organisation, bien sûr, des réseaux de chaleur qui concerne, qui est le cœur un peu de notre webinaire de cet après-midi. Quand on parle de réseau de chaleur, Benoît Mercuzot, on parle de quoi au juste? Est-ce qu'on peut rappeler tout ça? Parce qu'on croit que tout le monde est au courant de ce que c'est, mais bon, c'est utile d'être encore dans la... Vous êtes professeur d'université dans le civil, donc vous avez l'habitude de faire de la pédagogie. Oui, mais alors, je ne voudrais choquer personne, mais quand on parle d'un réseau de chaleur à des personnes qui vraiment sont complètement néophytes, et je sais que les personnes qui sont là ne sont pas pour la plupart complètement néophytes, on peut dire que d'une certaine façon, un réseau de chaleur, c'est un chauffage central, sauf que d'être à l'échelle d'une habitation ou d'un immeuble, c'est à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y a d'abord une ou plusieurs unités de production de chaleur. Alors ça peut être une usine d'incinération des ordures ménagères, ou alors encore une chaufferie alimentée par un combustible que l'on espère et que l'on développe avec un combustible renouvelable, comme par exemple la biomasse. Donc d'abord une ou plusieurs unités de production, évidemment un réseau de distribution qui va relier ces unités de production aux habitations, aux immeubles qui sont connectés au réseau de chaleur. Et donc, à l'intérieur de ces immeubles, ça c'est le réseau primaire, et le réseau primaire va se terminer à l'intérieur de chaque immeuble par ce que l'on appelle une sous-station avec un échangeur au fond de chaleur et qui va faire la différence entre le réseau primaire et le réseau secondaire. Et le réseau secondaire, c'est ce qui est propre à l'immeuble lui-même. Voilà de quoi se compose un réseau de chaleur, ce qui veut dire que les acteurs des réseaux de chaleur, c'est à la fois les collectivités territoriales et puis forcément les industriels. Enfin, forcément. Si la collectivité territoriale n'a pas en interne suffisamment de compétences techniques pour développer elle-même le réseau de chaleur, forcément, il faut qu'elle s'associe avec un industriel, d'où l'intérêt d'ailleurs de ce débat. On voit tout de suite l'intérêt, bien entendu, pour fluidifier la transition énergétique dans notre pays, avec la crise ukrainienne, entre autres, et puis la flambée des prix de l'énergie. De ce côté-là, les collectivités qui ont un temps d'avance offrent, à votre avis, d'ores et déjà, quand même une tarification beaucoup plus avantageuse pour les personnes concernées?
Vous savez, une SEM, et en tout cas tous les réseaux de chaleur, quelle que soit leur forme, sont évidemment soumis à la concurrence, ce qui veut dire que la chaleur qu'ils produisent, il faut évidemment qu'ils trouvent à l'avant, sinon ça n'a qu'un intérêt très limité, sinon l'intérêt de perdre de l'argent, si c'est un intérêt. Et donc évidemment, il faut que la chaleur soit concurrentielle. Et c'est peut-être un point sur lequel on aura l'occasion de revenir, mais ce que l'on a vécu depuis 1 an et demi, eh bien, fait la flambée des prix de l'énergie de façon générale, eh bien, a fait que la plupart des réseaux de chaleur sont devenus très compétitifs, encore plus compétitifs qu'ils ne l'étaient. Et là, on parle uniquement d'un point de vue économique, mais on pourrait aussi parler du point de vue environnemental. Dès lors qu'un réseau de chaleur se développe avec des énergies renouvelables et ou de récupération, eh bien forcément, il émet beaucoup moins de CO2 qu'un réseau de chaleur ou que des éléments habituels de chauffage qui fonctionnent avec des énergies fossiles. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autour de 1000 réseaux de chaleur à peu près. Oui, un petit peu moins, mais c'est en plein développement parce qu'il y a notamment la loi de 2015 sur la transition énergétique qui pose comme objectif de multiplier par 5 le nombre de réseaux de chaleur d'ici 2030. Ce qui veut dire que nous sommes en plein dans l'actualité que nous pose la loi et que nous impose au fond tout simplement notre environnement, à la fois économique et puis l'environnement écologique. Il faut vraiment que les réseaux de chaleur se développent, mais l'ADEME en parlera 10 fois mieux que moi. Juste une dernière question concernant voilà, les EPL. On parle d'une montée en puissance. Il y a 25 entreprises publiques locales aujourd'hui qui œuvrent dans ce domaine-là. On est bien d'accord, c'est ce chiffre-là. C'est ce chiffre-là. Alors, vous voyez que monter en puissance 25 par rapport aux 1400, ça représente encore relativement peu. Ce qu'il faut constater, c'est que cette montée en puissance, on la constate depuis globalement 5 ans. Et que c'est d'abord parti, et on en aura l'exemple au travers de la SERM, à partir d'une SEM qui a diversifié ses activités, mais M. Cauvin pourra en parler, en parlera beaucoup plus précisément, et qui, dans le cadre de son rôle d'aménageur, a par ailleurs, par exemple par une filiale, créer un réseau de chaleur, développer et gérer un réseau de chaleur. Et puis, on constate que certaines SPL se sont lancées également dans la création de réseaux de chaleur. Et puis, évidemment, la dernière forme, dernière du point de vue de sa création, qui est la CEMOP et qui semble particulièrement adaptée. Et on peut constater que, par exemple, à Paris, eh bien, la création d'une CEMOP est en cours pour ce fameux réseau parisien qui est centenaire et qui comporte de très potentiellement une chaleur à utiliser. Et on verra s'il est possible tout à l'heure aussi d'étalonner presque, de se dire, tiens, quelle est la bonne formule? Est-ce qu'il y a une formule juridique qui est meilleure qu'une autre? J'imagine que la spécificité territoriale l'emporte plus sur le choix juridique, hein, je suppose. Oui, absolument. Il faut bien se garder de l'idée qu'il y aurait une solution toute faite qui serait miraculeuse en toute hypothèse. C'est vraiment, mais ça, les élus ou les techniciens qui participent à ce webinaire le savent très bien, c'est vraiment une affaire d'appréciation au cas par cas et il n'y a pas un modèle qui, par définition, s'imposerait pour développer un réseau de chaleur. Chers internautes, vous êtes impatients de savoir justement quelle formule choisir. Merci Benoît Mercuzzo pour ce premier échange. Et bien entendu, après, je vous retrouve en tant que président de la CEMOP Amiens Énergie un peu plus tard. Vous avez prononcé le nom de Fonds de chaleur. Il est important, on va bien le retenir. Arnaud Vincent, vous êtes référent réseau chaleur renouvelable à l'ADEME. Vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Massin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le Fonds Chaleur a distribué près de 4 milliards d'euros aux collectivités et aux gestionnaires de réseaux depuis sa création en 2009. Et les EPL ont bien entendu bénéficié de ces aides. Est-ce que, voilà, première question très simple et générique, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales caractéristiques du Fonds Chaleur de l'ADEME? Oui, bonjour, bien sûr. Merci à vous surtout d'organiser ce webinaire. C'est très utile de faire, ça a été dit, de la pédagogie sur le fond et puis surtout tous les réseaux. Donc, le fonds chaleur, ce sont essentiellement des aides à l'investissement. Il y a aussi des aides aux études, hein. C'est très, très important de bien cadrer les projets, ça a été dit, mais a fortiori sur un projet comme les réseaux de chaleur qui mêlent questions de foncier, d'urbanisme, de décarbonation, voilà, des questions de toute nature. Et
et qui nécessitent énormément d'organisation et de planification. Donc, il y a des aides aux études, comme je disais, mais l'énorme majorité des aides sont des aides à l'investissement. Voilà, ça peut varier selon les filières. Dans le cas des réseaux, on donne à peu près entre 40 et 50%. C'est plus hétérogène, bien sûr, mais en moyenne, entre 40 et 50% d'aide sur les investissements. Et on exige, je parle encore une fois pour les réseaux, hein, parce qu'il y a aussi des aides dédiées à la biomasse, au solaire thermique, à la géothermie, mais là, j'interviens donc pour les réseaux de chaleur et de froid. Et donc, on exige que cette aide soit répercutée sur les abonnés. Donc ça, c'est très, très important. C'est un élément extrêmement intéressant parce que l'aide Fonds Chaleur vient directement améliorer la compétitivité du réseau de chaleur par rapport, je mets un peu les pieds dans le plat, notamment par rapport à la cible du chauffage au gaz, quoi, hein. Bon, le chauffage au fioul semble derrière nous, quoi. Mais la cible, c'est aussi d'aller convaincre des gens qui sont actuellement chauffés au gaz, qui met des émissions de CO2 substantielles comparées à la grande majorité des réseaux de chaleur. Mhm. Très bien. Donc ça, c'est pour effectivement merci d'expliquer voilà, ces principales caractéristiques. Euh, Comment les collectivités se sont-elles emparées dès le début du dispositif et quel bilan on peut aujourd'hui tirer en quelque sorte de ces 2009? Donc voilà, il y a une antériorité qui permet de tirer aujourd'hui un bilan. Est-ce que je veux dire, le fonds chaleur marche bien et va sur de beaux jours encore? Oui, alors le fonds chaleur marche très 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 bien. C'est un outil qui a, je dirais, les bonnes grâces même de la Cour des comptes, hein, dont on connaît pourtant la pertinence et parfois l'exigence. Donc c'est un dossier qui, quels que soient les bords politiques des gouvernements, est maintenu et il est surtout très très fortement abondé, hein. On atteint maintenant les 800 millions d'euros de financement. On était encore à 250 il y a quelques années, hein. Donc c'est vraiment un fonds sur lequel parie l'État de manière générale, quels que soient les bords politiques, encore une fois. Et puis localement, c'est ça qui est intéressant aussi, il intéresse les élus, quels que soient les bords politiques. Donc c'est un fonds. Ça nous oblige, au sens vraiment premier du terme, ça nous oblige et ça nous force à être le plus efficient possible et à maintenir ce niveau de rigueur et d'exigence, mais c'est un fonds qui est bien utilisé, qui est appliqué partout sur le territoire et qui a vocation à être pérennisé. Vous avez évoqué les objectifs qui sont énormes, hein, dans la stratégie actuelle là, qui est en consultation en vue de la PPE. C'est des niveaux Vous avez parlé du x5. Ça, c'était les objectifs, on va dire, précédents, mais on parle là à moins de 10 ans, respectivement 60 et en 2030 et 65 et 90 TWh distribués en 2035, donc dans un peu plus de 10 ans, alors qu'on est, ce qui est déjà bien, mais on n'est que à 26 TWh d'énergie distribuée. Donc vous voyez bien la marche énorme qu'il y a à franchir et le fonds chaleur est l'outil principal, même s'il y a des C2E aussi, pour atteindre ces objectifs-là. D'accord. 1000 réseaux de chaleur, vous confirmez ce chiffre-là à peu près? Pardon, excusez-moi? 1000 réseaux de chaleur, on disait ça. Alors, c'est une question un peu, oui, dans l'enquête, l'enquête qui est réalisée par la FEDEN et je dirais, sa filiale, Syndicat national du chauffage urbain, le SNCU. Cette enquête identifie de l'ordre de 900 000 réseaux de chaleur. C'est probablement les plus gros, c'est probablement 90% de l'énergie distribuée. Mais ça, de nouveau, c'est intéressant, il y a toute une myriade de petits réseaux qui ont été faits, parce qu'il y a des réseaux qui sont vieux de plusieurs décennies, quoi, hein. On a parlé du réseau parisien, il y en a d'autres. Et donc, toute une myriade de petits réseaux qui ont été faits, par exemple, entre un industriel et un de ses bâtiments, entre une commune qui a décidé de faire une chaufferie, puis d'alimenter certains de ces bâtiments, qui passent un peu sous les radars, pour être franc avec vous. Donc, il y a des observatoires régionaux qui identifient, et parfois, entre ce que met en évidence la fameuse enquête SNCU, l'enquête sur les réseaux de chaleur qui est annuelle, et la totalité des réseaux
qu'on identifie, le rapport peut être de 1 à 5. Hein. C'est très D'accord. important. Alors, ces petits réseaux n'ont pas forcément vocation à distribuer beaucoup plus d'énergie, mais certains peuvent présenter un potentiel intéressant. D'accord. Est-ce que sur ces 1000 réseaux, on va rester à peu près sur ce Voilà. chiffre, voilà, tous ont bénéficié du fonds chaleur Ah non, de non, fait? non, 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 voilà, non, voilà, le fonds chaleur, alors je regarde mes mais statistiques, mais juste pour avoir une petite perception, oui. Oui. voilà, en fait, je vais vous répondre de manière plus qualitative, c'est-à-dire qu'il y a quand même des exigences qui nous viennent en partie de l'Europe, hein, de la Commission européenne, et puis des exigences propres aux missions de l'ADEME et à ce que nous demande l'État. En l'occurrence, on aide des réseaux dès lors qu'ils sont supérieurs à 65% de taux ENR. Ça veut dire que sur un réseau qui distribue 10 gigawattheures, il y en a au moins 6,5 qui proviennent soit de la géothermie, soit de la biomasse, soit de la chaleur fatale, etc., etc. Donc fatalement, il y a des réseaux qui sont actuellement, qui fonctionnent avec beaucoup de gaz, qui n'arrivent pas à atteindre ces seuils, malheureusement. Bon, vous verrez, la répartition est très bien faite dans la fameuse enquête que j'ai citée. Donc, on n'a pas pu aider. Puis, il y a des réseaux, voilà, qui, bon an, mal an, se contentent, entre guillemets. Il n'y a peut-être pas eu l'impulsion politique suffisante pour qu'il y ait un besoin d'extension. Et peut-être même qu'à l'avenir, il y a ce danger que, avec le réchauffement climatique, il y a des gens qui se déraccordent ou que le potentiel d'extension soit pas si important que ça. Donc, pour répondre plus simplement à votre question, on n'a pas aidé tous ces réseaux pour la simple et bonne raison qu'il faut quand même atteindre un certain niveau de taux de NR, D'accord. notamment. Mais ce fameux niveau de taux de LR, c'est une question de volonté politique ou c'est une question de parfois difficile, tout simplement opérationnelle sur le terrain à obtenir? Est-ce qu'il y a parce que là on a des élus là, on a donc des gens qui se disent ah mince ben je suis en deçà donc est-ce que je vais pas couper la visio? Je plaisante hein, bien sûr, mais est-ce que je vais voilà, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut accompagner aussi à atteindre cet objectif des 6-5 tels que vous les décrivez? Alors, j'aurais tendance à dire que dans la situation actuelle, pour une création de réseau, dans la situation actuelle, avec les prix du gaz qui quand même sont structurellement en augmentation, et puis évidemment l'absence d'aide d'État, hein, l'ADEME, opérateur donc du fonds chaleur pour l'État, en aidant voilà 40 à 50%, comme je l'ai dit, des investissements, c'est un apport considérable et j'ai envie de dire incontournable. Donc pour créer un réseau, je veux dire, atteindre ces fameux 65% de NR semble incontournable. Je n'ai pas à ma connaissance de réseau qui se créerait et qui fonctionnerait avec une part très prépondérante de gaz. Pour les extensions, c'est un peu différent parce que quand on part de très loin, effectivement, la marche peut être importante. Alors moi, c'est un peu le travers de ma mission, c'est que je suis au siège et donc je suis un peu hors sol hein, pour être franc avec vous, donc je vois pas passer tous les projets, mais les projets que je vois, bah, fatalement, ils atteignent ces taux. Donc j'ai un peu de mal Oui, à répondre d'accord. à cette question, mais il y a peut-être des collègues, je crois qu'il y en a On va qui voir. vont prendre la parole de direction régionale. Donc voilà, en général, on fait l'effort, mais il est vrai, je pense que c'est une manière aussi d'y répondre. Je vois tellement passer de réseaux qui sont à 65,2% que ça doit être très dur. Voilà. Ok. À atteindre pour certains quand on part de 40 d'énergie renouvelable, par exemple, quoi, voire moins. On a parlé de ces 25 entreprises publiques locales qui forment un chiffre important dans le sens où voilà, on a atteint ce seuil et d'autres arrivent en quelque sorte en un temps assez court. Est-ce que voilà, les entreprises publiques locales sont des bons leviers pour mettre en place des réseaux de chaleur, Monsieur Vincent? Excellent. Enfin, voilà, c'est pas pour être flagorneur, mais je pense que c'est une très bonne organisation. Là, j'ai repris la liste. J'ai pris votre annuaire là, on fait par Oui, oui, cette d'accord. interview, donc je vois passer Un Amerigo, document aussi, oui. Caloriquel, Clovae. Voilà, avec ces personnes dans la mer. Bon, je me suis arrêté, je crois, à la lettre R. Bon, tout ça pour dire que oui, des dossiers qui marquent souvent par leur ambition, je veux dire, le côté consensuel au bon sens du terme, hein,
du projet. Donc, peut-être qu'on y viendra, vous allez me poser la question plus spécifiquement, mais il faut tellement de transversalité sur tous les sujets pour un réseau de chaleur, hein, je l'ai évoqué un peu la disponibilité, l'acceptation, la compétitivité du prix, savoir se planifier dans l'avenir dans tous les projets de ZAC, de tous les nouveaux quartiers qui peuvent se créer, que quand aux manettes, vraiment, vraiment aux manettes, et pas uniquement en termes de délégation de services publics, il y a une collectivité, ben c'est sûr que ça facilite le dialogue, etc., quoi. Voilà, moi, je travaille dans une vie antérieure dans le transport, et on voit rien que sur un petit sujet comme ça, enfin, plus circonscrit que peut l'être le transport, ça mobilise des tas et des tas de services. Alors, sur des sujets énergétiques comme ça, c'est sûr que, voilà, je le résumerai de cette façon-là, être vraiment aux manettes financières, techniques, etc., c'est un atout pour faire quelque chose le plus ambitieux possible et qualitativement le plus fort. Et c'est ça qui est important aussi. On y viendra probablement, mais il y a des défis qui nous attendent, la diversification des ENR, la massification. Et là, il va falloir vraiment casser un peu des barrières, franchir certaines lignes qui aujourd'hui sont pas par confort toujours. Et je pense que les EPL sont bien armés pour le faire. Effectivement. Justement, quelle dernière question d'une première salve de questions, hein, cher M. Vincent, et puis n'hésitez pas à un moment ou à un autre, on aura aussi des échanges avec nos intervenants et aussi les internautes à revenir s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez insister. Mais quel conseil vous donneriez finalement aux élus et aux techniciens qui nous écoutent pour bénéficier justement du financement le plus efficient du fonds de chaleur? Comment on se présente? C'est quoi le dossier idéal qui ensoleille vos après-midi? Bon, alors j'ai pas trop ce souci parce que je suis basé à Valbonne, donc mais je vais vous répondre malgré tout. C'est sûr qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet qui est assez récent, hein, sur la disponibilité de la ressource biomasse. Vous me posez la question, donc vraiment je vous réponds. Il y a des tensions parce qu'on veut aussi décarboner l'industrie, par exemple, et que dans l'industrie, ben, on ne peut pas forcément utiliser le solaire thermique ou la chaleur fatale, puisque de fait, l'industrie produit de la chaleur fatale, mais pas forcément à côté de gisements. Donc, il y a comme ça des sites dédiés qui vont s'accaparer certaines ressources. Et donc, il va falloir que les réseaux, dont la force, c'est précisément la mutualisation des besoins et la mutualisation des productions, essayent de trouver parmi les premiers des alternatives à la biomasse. Donc, ça va être, je l'ai dit, la géothermie, etc. En région Île-de-France, la géothermie profonde, Oui. on connaît, etc. Mais dans certaines régions, il va falloir creuser le potentiel, au sens propre comme au figuré. Il y a aussi des questions sur la géothermie de surface. Il y a aussi la maximisation, on le sait. Par contre, je vois passer des dossiers qui apportent un petit peu de grisaille, pour reprendre votre vocable. C'est les dossiers où on est à côté, dans un bassin industriel, et il n'y a pas de chaleur fatale dans le réseau. Ça, c'est dommage. Donc, il va falloir vraiment aller puiser dans ces ressources-là d'énergie renouvelable. Depuis tout à l'heure, je dis ENR, énergie renouvelable, mais on utilise en fait le terme ENR et R. Ce dernier R, c'est récupération de la chaleur. Donc ça, c'est très, très important. Le deuxième sujet, c'est la massification. C'est vraiment la marche est haute, hein. Je le répète, hein, on est aux abords des 30 TWh distribués. Il faut, dans moins de 10 ans, en distribuer 60 TWh, 3 fois plus. Alors, bien sûr, les promesses n'engagent que celui qui y croit, bien évidemment, mais c'est quand même notre rôle, nous, en tout cas, d'opérateurs de l'État, de faire en sorte qu'on les atteigne. Et donc, il va falloir vraiment aller chercher tous les potentiels possibles. C'est les deux gros défis à venir. Merci, Monsieur Masson, pour ces premières réponses. Juste Benoît Mercuzot, sur le rôle du fonds de chaleur. Il est capital, il est. En tout cas, sur Amiens, par exemple, il a été évidemment essentiel. Pour donner juste un chiffre, on se lance là dans des travaux qui seront opérationnels pour la saison de chauffe 2025. Sur un total de 45 millions d'euros d'investissement, on a obtenu 21 millions d'euros du fonds chaleur. Donc, vous voyez qu'on est presque à 50%. Enfin, évidemment que le fonds chaleur est un élément essentiel pour garantir effectivement la compétitivité du réseau par rapport au gaz notamment. D'accord. Monsieur Masson, en termes de clés de répartition financière, ça peut monter jusqu'à 50% à peu près comme ça, la contribution financière du fonds de chaleur? Alors,
je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais pour des petits dossiers où il y a des aides qui sont proportionnelles au mètre linéaire, au mètre de tuyau, on peut atteindre des valeurs beaucoup plus importantes. Il n'y a pas trop d'enjeux de tension budgétaire parce que ce sont de facto des projets, on va dire, on appelle ça petit, le terme peut-être un peu péjoratif, mais ils sont en dessous des 12 gigawattheures distribués, donc on peut atteindre des niveaux plus importants. Par contre, sur les plus gros dossiers qui dépassent 12 gigawattheures, et dont certains parfois dépassent les 200 gigawattheures de nouveaux projets, en général, on est quand même dans cette fourchette entre 40 et 50. Ce qui est intéressant, on a essayé d'introduire une méthode plus forfaitaire, proportionnelle au mégawattheure injecté, de sorte à être vraiment dans l'incitation à ce que le maximum de NR soit mobilisé. Et dans ce contexte-là, si par exemple vous dépassez les 90% de NR, c'est difficile, mais un certain nombre de projets y arrivent. Là, on peut aller jusqu'à un plafond de 55% de taux d'aide. Donc, on est dans une logique où on va vraiment aider d'autant plus les meilleurs, ceux qui utilisent le maximum d'alternatives à la biomasse, ceux qui arrivent à verdir au maximum leur réseau. Voilà, donc la tendance, elle est d'aider de plus en plus ceux qui atteignent ces objectifs-là. Les réseaux de chaleur, c'est un phénomène urbain, périurbain, rural. Le rural est-il un peu à la traîne dans ce phénomène-là ou pas? Alors, je pense qu'en termes de volonté politique, personne n'est à la traîne. Vraiment, on constate, bien sûr, vous entendrez de ci, de là qu'il y a des zones grises, qu'il faut mettre le paquet sur les petits projets, etc. Bien sûr. Mais il nous semble vraiment que la volonté est là. La difficulté, en fait, c'est lié à la taille des projets, tout simplement. C'est-à-dire que, je crois que vous l'avez évoqué, il y a des territoires, notamment les territoires ruraux, et sans tomber dans les clichés, où il y a pas une densité de consommation très évidente. Il y a des projets urbains, on est sur 4 mégawattheures par mètre, c'est énorme. Donc là, il y a tellement de consommation que vous mettez, en gros, ça signifie quoi? Je caricature, mais c'est juste un exemple. Vous mettez un mètre de tuyau, vous avez 4 clients. Bon, en territoire rural, vous pouvez mettre 10 mètres de Clio et avoir un seul client. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas du tout les chiffres, mais c'est une histoire de. Là, je vous parle juste en termes de proportion. Et donc, pour un même coût d'investissement, vous avez beaucoup moins de consommation, beaucoup moins de chiffre d'affaires. Et donc, la difficulté, ça va être de sortir ces projets-là à un niveau compétitif. C'est ça, en fait, la difficulté. Merci pour toutes ces premières explications, Monsieur Vincent. On passe à Frédéric Covin, que j'ai entreaperçu et qui va rallumer sans doute à un moment ou à un autre sa caméra pour qu'on puisse le voir. Bonjour, Monsieur Covin. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend merveilleusement bien. Énergie du Sud, donc filiale du groupe CERM SA3M de Montpellier, créée en 2008. Dans le domaine donc énergétique, elle est l'exemple parfait de la mise en œuvre de la diversification propre à l'économie mixte locale. Vous êtes le président de la filiale Énergie du Sud. Dans quel contexte, justement, cette filiale a vu le jour? Oui, petite correction, je suis directeur. Le président, en fait, c'est une présidence orale qui est représentée par notre directeur général, Cédric Garay. Alors sinon, le contexte, c'est un contexte de mise en œuvre d'une politique de notre métropole, la métropole de Montpellier, qui, dès les années 2005, nous a incité à travailler sur les énergies renouvelables. Donc, on a commencé à développer un certain nombre d'idées autour des énergies disponibles, dont la biomasse, le biogaz, le photovoltaïque. Et assez rapidement, notre partenaire, puisque en fait nous sommes dans un groupe, si vous voulez, aujourd'hui d'ailleurs qui s'appelle Altemed et qui est constitué de plusieurs entités publiques, l'Office d'HLM, la CERM et sa cousine, la SA3M, avec 3 métiers, le logement social, l'aménagement du territoire et l'énergie. Et donc, on a été contacté par notre actionnaire, la CERM, la Caisse des dépôts ou la Banque des territoires, si vous voulez, pour monter une initiative innovante de créer une SAS, une société par action simplifiée, filiale de la CERM, pour développer les énergies renouvelables sur un territoire d'ailleurs
plus important puisque c'était à l'époque le Languedoc-Roussillon et les départements limitrophes. Très clairement, l'objectif, c'était de développer sur ces territoires le plus possible d'énergie renouvelable avec les moyens, avec nos moyens à la SERM, hein. Donc, c'est bien l'équipe de la SERM, les énergéticiens de la SERM qui développent, construisent et exploitent ces sites. Donc, très rapidement, on s'est orienté vers le biogaz, qui a été une première opération, et puis évidemment le photovoltaïque, qui est évidemment une énergie importante sur notre climat méditerranéen, avant d'attaquer effectivement les réseaux de chaleur renouvelable. Oui, très bien. Et donc, de ce fait, donc, cette filiale a été créée et elle a pris de l'ampleur. Il y a eu des tournants particuliers qui lui ont donné une accélération nouvelle. Alors, on a été porté clairement parce que comme on est juste parti avant le Grenelle de l'environnement, il est clair qu'on a été porté ensuite, puisque finalement, à chaque fois qu'il y a eu des décisions de l'État d'aider les énergies renouvelables, on avait déjà étudié des projets, souvent en collaboration avec nos collectivités. Et donc, on était prêt à lancer ces projets qu'on avait, comme on dit, sur étagère, et ce qui a permis d'aller très, très vite. Donc, on a pris la vague, notamment, par exemple, du photovoltaïque. Et puis, on s'est retrouvé aussi confronté à un problème, puisque, historiquement, les réseaux de chaleur ont été développés au sein de la SERM, qui est donc, si vous voulez, la maison mère, hein, la Société d'économie mixte, et puisque la SERM est concessionnaire du réseau de chaleur et de froid de la ville de Montpellier. On a essayé dans ces années-là de développer des réseaux de chaleur dans les communes autour de la métropole, puisque notre concession se réduisait au périmètre de la ville de Montpellier. Et on a été confronté à l'époque à une difficulté majeure. Ces communes, des communes de 5 à 15, 20 000 habitants, n'ont pas souhaité aller plus loin dans des projets de nouveaux réseaux de chaleur, au bois à l'époque, hein, essentiellement au bois, pour une raison simple, elles ne souhaitaient pas porter ou gérer une délégation de service public. Donc ça a été un frein majeur, sachant que la plupart de ces communes n'avaient aucune DSP à gérer sur leur territoire. Et donc, en fait, on n'a pas réussi à les convaincre et on n'avait pas ce qu'on a obtenu ensuite par la suite grâce à la création de la métropole. On n'avait pas le soutien de notre métropole. Pourquoi? Parce que à l'époque, l'agglomération de Montpellier n'avait pas la compétence énergie, ce qui est le cas aujourd'hui depuis qu'elle est devenue métropole. Et donc, en fait, on n'avait pas ce relais important de notre collectivité pour porter ces projets et prendre en charge justement la gestion de ces délégations de services publics en soulageant les communes qui n'ont évidemment pas toujours les moyens de gérer ce type d'activité. Donc, on a du coup développé avec Énergie du Sud des montages privés, souvent en lien d'ailleurs avec nos collègues aménageurs, puisqu'on a créé 2 réseaux de chaleur sur les communes de Castelnau et Lelez et Pérols, dans le cadre de ZAC aménagés par nos collègues, et on a développé sur des modèles très comparables à notre DSP sur la ville de Montpellier, on a développé des projets privés, ce qui a permis de démarrer ces projets sans solliciter les communes. D'accord. Vous le dites justement, la SERM, c'est quand même une sacrée histoire dans ce territoire-là, et sa petite cousine et sa troisième jouent aussi ce rôle-là. Les aménageurs aujourd'hui ont effectivement tout intérêt à développer des réseaux de chaleur. Enfin, ça tombe presque sur le coup de l'évidence. Enfin, c'est bien de le rappeler, mais Alors, je vais peut-être préciser ce qu'on a mis en place, puisque en fait, nous, on bénéficie vraiment d'un contexte très particulier, d'une synergie entre l'aménagement du territoire et l'énergie, et maintenant, grâce au regroupement Altemed, avec le logement social. Donc ça, c'est très, très intéressant parce que du coup, très rapidement, ça nous a permis de mettre en place une organisation qui nous permet de travailler en collaboration avec nos collègues aménageurs
les collectivités donneurs d'ordre et les architectes urbanistes sur les nouveaux projets ou les projets de rénovation, c'est-à-dire les AC ou les projets de rénovation. Donc, on a mis en place une sorte de schéma directeur énergie à l'échelle de ces projets, avec l'objectif de réfléchir en amont sur comment rendre ces quartiers plus sobres, comment valoriser les énergies renouvelables et de récupération disponibles sur le territoire ou les territoires de ces projets. Et donc, en fait, à chaque fois, ça a permis de définir un projet qui n'est pas forcément a priori un projet de réseau de chaleur, mais il se trouve que très souvent, on a trouvé l'opportunité de développer un réseau de chaleur et de froid en allant chercher justement ce potentiel d'énergie renouvelable et de récupération dont je vous parlais, ce qui a amené à faire des projets très différents depuis 20 ans, avec de la géothermie par son, de la géothermie sur nappe, de la biomasse, de la récupération de chaleur sur des industriels, etc., etc. Notre terre ressource effectivement de potentialités et oui, dispose de nombreuses ressources à utiliser. Il y a beaucoup de collectivités qui nous écoutent. Quels conseils vous leur donneriez, ne serait-ce que pour étalonner un petit peu ce qu'il serait intéressant de faire sur leur territoire? La force du modèle à Montpellier, c'est une véritable collaboration des collectivités de la métropole qui est en charge de l'énergie avec ces outils que sont les EPL. Et donc là, en fait, il y a un vrai travail collectif qui est fait, très souvent en amont des projets, avec une réflexion, voilà, pour essayer d'être plus efficace, plus sobre et plus vert. Donc là, en fait, c'est sûr que ce modèle-là, il est très intéressant parce que quand vous développez, par exemple, une solution comme un réseau de chaleur, forcément une solution, on l'a dit, et Arnaud Vincent l'a dit très clairement, voilà, une solution collective. Et donc, en fait, elle doit faire l'objet d'une réflexion en amont très importante, stratégique, et elle doit ensuite être tenue, c'est-à-dire que la stratégie développée doit absolument être tenue dans le temps par l'ensemble des acteurs. C'est pour ça que c'est très important d'y associer ce que l'on fait, nous, l'ensemble des acteurs, hein, sous l'égide de notre métropole ou de nos collectivités, d'y associer, voilà, je vous ai parlé des architectes urbanistes, de l'aménageur, aussi des différents distributeurs d'énergie, de façon à trouver la meilleure solution et ensuite de prendre une décision de principe qu'il faudra ensuite tenir dans le temps, puisque le pire pour une solution comme un réseau de chaleur, qui est une solution quand même capitalistique, hein, puisque là on fait face à des investissements souvent importants, c'est finalement de ne pas raccorder par exemple tous les immeubles d'un projet, puisque là en fait vous êtes sûr de mettre en danger l'économie de ces projets. Donc cette réflexion amont entre une collectivité et ses outils, elle est vraiment très pertinente. On parle en ouverture de stabilisation de la facture énergétique. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner qui montrent qu'effectivement, les Montpelliérains et les habitants de l'agglo ont plus de chances que d'autres en France? Alors, on peut le lire parce que on a passé cette crise énergétique avec une tarification qui a relativement peu évolué. Et donc, on s'est retrouvé avec des différences par rapport, par exemple, à des immeubles en chaufferie gaz collective avec des écarts de prix dans un ratio de 2 à 3 parfois, hein, au pic de la crise. Donc, nous, on a maintenu grâce. Alors, comment on arrive à maintenir des prix dans une crise énergétique? Le mix énergétique, essentiel. Donc, des énergies de récupération, des énergies renouvelables, notamment la biomasse, qui permettent d'avoir recours à une énergie qui a quand même, somme toute, assez peu évolué, puisqu'en fait, ce ne sont pas ces fameuses énergies fossiles importées. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comment dire, une stratégie de choix aussi, enfin le bénéfice, mais même si on l'avait avant et qu'on l'a aujourd'hui même à post-crise, d'un taux de TVA réduit, c'est un dispositif important qui a mis
l'État en place pour les réseaux de chaleur renouvelable. Là, le seuil d'ailleurs n'est pas de 65%, mais de 50 actuellement. Voilà, donc très clairement, on s'est retrouvé effectivement avec des écarts de prix inédits qui, en plus, concernent une énergie verte, puisqu'on vend une énergie aujourd'hui à environ 70% renouvelable. Et on s'est retrouvé avec des écarts de prix très importants pendant la crise, ce qui fait que d'ailleurs, on a dû accélérer un peu en catastrophe les raccordements de certains immeubles pour protéger des copropriétés privées qui se sont retrouvées étranglées par la hausse des prix. D'accord. Et combien de copropriétés vous avez rattrapé comme ça Alors là, on a démarré un nouveau projet, puisqu'on a plusieurs réseaux sur Montpellier, qui est un projet sur un quartier qui s'appelle la Cité Créative. Et à la demande du président de la métropole, on a étendu ce réseau qui était dans une ZAC, un quartier en rénovation, puisque c'est une ancienne caserne. On l'a étendu à un autre quartier qui est un quartier de logement des années 60. D'accord, ok. Équipé souvent de chaufferies collectives au gaz. Et là, en fait, on n'avait pas prévu d'aller aussi vite, mais on a raccordé 1500 logements en l'espace d'un an. D'accord, très bien. Alors, Mercuso apprécie la performance à mes côtés. Merci, M. Combert. Juste, est-ce que c'est une bonne question de se poser la question de savoir s'il y a une bonne formule SEM, SPL ou CEMOP pour mettre en place son réseau de chaleur? Alors, nous, on a trois formules, si vous voulez. Aujourd'hui, on a historiquement donc une SEM, la SERM, une SPL, la SA3M, et une SAS. Donc, on utilise, en fait, nous, on considère, derrière, ce sont les mêmes équipes. Donc, on utilise les outils en fonction des besoins. Aujourd'hui, il est clair qu'on est plus à utiliser l'outil SA3M, qui est une SPL, puisque ça permet d'engager une discussion directe avec nos collectivités locales actionnaires de la SA3M. Et du coup, ça permet aussi de réagir très vite, ce qui a été vraiment, je crois, une chance en cette période de crise qui est arrivée très, très vite. D'accord. Merci pour toutes ces précisions, Monsieur Cauvin. On vous retrouvera peut-être à la fin sans doute, enfin, vous revenez quand vous voulez, bien entendu, pour un certain nombre de questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes déjà qui arrivent et n'hésitez pas, hein, chers internautes, à nous les poser. On fera un condensé de toutes ces questions pour poser justement, pour relancer nos intervenants vers la fin de ce webinaire. Je passe à Bruno Paris, vice-président de Lorient Agglomération en charge de la transition écologique et PDG de la SPL Bois Énergie Renouvelable. Bonjour, Monsieur Paris. Bonjour à vous. Voilà, vous m'entendez? La forme de votre visage, on a l'impression que vous allez faire une déclaration sous le couvert de l'anonymat, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Je suis un peu en contre-jour. Oui, mais il fait beau à Lorient, c'est ça. Oui, Bon, je peux me déplacer, je vais m'orienter autrement. Mais écoutez, c'est pas. Je change de sens. C'est grave. Pas de souci, je fais le tour du bureau. Ah, si vous voulez, on assiste comme ça. Ah ben voilà. Ben, voilà. Ah ben voilà, oui, comme ça. Est-ce que vous me voyez mieux comme ça? Ben oui, c'est mieux d'avoir le visage quand même de nos intervenants. Merci pour ce petit déplacement. Et ben voilà, tout simplement déjà, la première question, pourquoi avoir fait le choix d'une SPL pour développer votre réseau de chaleur biomasse à la base? Oui, alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix de la SPL? Je vais essayer d'être court. Disons que la SPL, pour nous donne la possibilité d'avoir donc, pour une ville comme la ville de Lorient et pour l'ensemble de nos actionnaires, un outil qui permet d'investir sans avoir à finalement mobiliser en propre et en direct des capitaux. Donc c'est un levier d'investissement assez important. Et surtout, c'est un outil qui nous permet de rendre une forme de service public tout en étant un outil à structure privée. Voilà, c'est comme ça que nous, on compte l'utiliser, qu'on l'utilise.
à savoir qu'on vise à rendre une forme de service public de la chaleur renouvelable, quelque chose qui soit quasi à prix coûtant, au bénéfice donc de nos actionnaires. Et de fait, par contre, ça reste une structure privée qui finalement nous permet d'avoir un outil dans lequel on puisse attirer des compétences pour pouvoir porter l'ensemble des activités qu'on mène avec donc des salariés qui sont essentiellement des salariés donc, qui dépendent du privé. Monsieur Paris, on n'a pas donné la date de naissance, rappelez-moi, de cette SPL. Alors, c'est fin 2018, mise en musique réelle à partir de 2019. La phase de développement, les premiers pas aujourd'hui, est-ce que les ambitions ont été dépassées? Alors, les ambitions ont été tenues, à savoir que, de fait, on a actuellement 9 délégations de services publics qui ont été signées par nos actionnaires, 7 qui correspondent à des réseaux et des chaufferies qui sont en activité. On en est à notre 3e contrat de chaleur territoriale avec l'ADEME, c'est-à-dire qu'on a eu un premier contrat qui a été porté, achevé, puis un second avec une ambition de développer 22,5 gigawattheures de chaleur renouvelable sur le territoire, et celui de Quimper-les-Communautés, parce que nous sommes aussi associés à un autre PCI, et puis le troisième là qui va démarrer, 2024 pour durer 4 ans, 2027, où on a une ambition de déployer 25 gigawattheures supplémentaires d'énergie renouvelable, beaucoup de biomasse, mais pas seulement. Et donc, pour ce faire, on assume la gestion déléguée du fonds chaleur pour l'ADEME sur les 2 territoires que sont Lorient Agglomération et Quimper-les-Communautés. Donc, de fait, on a réussi à tenir les engagements qui étaient contractualisés avec l'ADEME. Alors, le premier contrat d'objectif territorial, on l'a fait à 105% des objectifs, donc c'était plutôt bien. Le second, on est allé à un peu plus de 92%. Et donc, on espère pouvoir faire à peu près les mêmes scores pour la 3e phase de ces contrats qui s'appelle maintenant contrat de chaleur renouvelable. Quand le phasage, cette 3e phase, elle est. Alors 2024-2027, on a démarré. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut situer un plafond de développement d'une SPL, réseau de chaleur, comme le vôtre, d'une ville et d'une agglomération surtout aussi importante qu'à Lorient? Alors, nous, notre plafond de développement, c'est de fait, c'est un plafond géographique déjà. C'est-à-dire que nous sommes engagés sur 2 EPCI. Peut-être rattacherons-nous dans le futur une petite communauté de communes de 5 communes, mais on n'ira pas au-delà a priori. C'est-à-dire que on est sur de la chaleur renouvelable, sur des énergies renouvelables. Il ne nous apparaît pas pertinent de nous inscrire dans un développement territorial qui serait en contradiction probable avec la notion de ce que l'on fait nous en matière d'approvisionnement en bois. C'est des circuits très courts. Et donc, on veut fabriquer sur place la chaleur renouvelable que l'on livre sur place. Voilà, c'est ça notre philosophie. C'est pas forcément simple de pouvoir travailler comme ça, mais on a disons, alors moi je n'aime pas bien parler de développement parce qu'on n'est pas dans cette réflexion d'un outil capitalistique qui serait là pour, on n'est pas dans le cadre du tech par exemple. Ce qu'on veut vraiment, c'est apporter des services en matière d'énergie renouvelable, déploiement des énergies renouvelables, à un coût très maîtrisé pour nos actionnaires collectivités. Et par contre, on essaie de produire et de rendre service à leurs demandes, sur des demandes spécifiques. On va essayer de, effectivement, donner satisfaction à nos actionnaires collectivités avec un travail qui est un travail sur mesure. C'est vraiment l'habitude qu'on a pris depuis le début, c'est d'abord d'embarquer les plus petites communes comme les agglos elles-mêmes, comme la région Bretagne qui est actionnaire, comme le département du Morbihan qui est actionnaire. Donc on a des collectivités qui sont de tailles totalement différentes. Certaines sont présentes avec une seule action à 500 euros, d'autres sont présents avec plus d'1 million d'euros de capital. On les traite de la même manière.
C'est-à-dire que chacun est écouté et chacun a le droit de pouvoir porter sa demande et son avis. Voilà, donc on a structuré la gouvernance de telle manière à ce que chacun puisse exister, hein, quel que soit son poids capitalistique. Et donc, on fait généralement du travail sur mesure, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une demande, contractualiser une délégation de service public avec une collectivité, de même que on peut faire simplement, par exemple, de la livraison de bois pour une commune, ou bien la partie maintenance de sa chaufferie. Voilà, on fait vraiment du sur-mesure. Et si l'avenir, on est en train de le construire, et de nous demander de produire, par exemple, de l'électricité photovoltaïque, de produire de la chaleur solaire à partir du solaire thermique, de faire de l'aquathermie. On est à côté de l'océan et donc on se penche sur cette possibilité-là. Eh bien, on essaie de le faire. On fait de la recherche-développement également pour pouvoir donc répondre à des demandes très spécifiques. Voilà. Et si, à un moment donné, une commune nous dit, moi, j'ai capacité à mobiliser plus de subventions que par le biais du fonds chaleur, eh bien, on ne l'oblige pas, hein, à faire appel au fonds chaleur. Elle va construire ses propres subventions et on lui proposera peut-être simplement de lui fournir le bois ou d'exploiter ensuite en maintenant sa chaufferie. Monsieur Vincent le disait tout à l'heure, il y a cette recherche de diversification des ressources. On est bien d'accord, M. Paris. Il faut aller en trouver d'autres ou exploiter celles qui sont sous la main et qui réclament de votre part, à travers la recherche et développement, par exemple, je veux dire, une mise en route, quoi. Il faut. Oui. Alors, on a un travail de longue durée, hein, sur les réseaux de chaleur, hein, Les réseaux existent. nous, en capacité effectivement de porter les investissements, mais aussi de faire la conduite d'opération. Voilà, on fait tout de A à Z en capacité. Mais de fait, dans le déploiement d'un réseau de chaleur, eh bien, il y a beaucoup d'études au départ, puis le chantier, et puis ensuite, c'est essentiellement de l'exploitation, maintenance de réseaux qui vont durer, on l'espère, plus de 30 ans. Et donc, c'est vrai que le profil des salariés embarqués dans une USPL est appelé éventuellement à changer. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on soit nécessaire d'avoir des évolutions de postes au sein de la SPL parce que la nature même et le volant d'activité se concentrent par exemple sur l'exploitation-maintenance. Mais on est ouvert effectivement à diversifier nos modes de production d'énergie renouvelable. On a quand même, enfin moi je suis élu Ville de Lorient et l'objectif c'est de faire en sorte que on soit en capacité de disposer, évidemment, je pense que c'est un vœu pieux, hein, pour tous les élus qui nous écoutent, de pouvoir disposer d'un maximum d'énergie renouvelable locale, produite localement, et si possible, dont on soit propriétaire, peu ou prou. C'est aussi un objectif. Il y a le défi actuellement de l'autoconsommation électrique aussi. Oui. Alors on a effectivement, on explore la possibilité de faire de l'autoconsommation territoriale, à savoir que de fait, la SPL est en capacité soit de mettre à disposition, on a un très grand lieu de stockage, hein, qui est en cours de livraison et d'utilisation, avec beaucoup de surface de toiture. Sur cette toiture, on imagine d'installer une installation photovoltaïque de taille significative, mais l'idée, c'est de flécher cette électricité en direction des compteurs de nos actionnaires. Alors, ces compteurs peuvent être à une distance assez significative de cette toiture, et donc ce que l'on veut, c'est créer un mécanisme d'autoconsommation territoriale. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup que je l'explique rapidement ici ou pas, mais c'est peut-être un petit peu technique. Mais l'idée, c'est de fait qu'on soit, nous, en capacité de développer des choses un peu nouvelles. Par exemple, aussi, faire l'acquisition de toitures terrasses ou d'installations photovoltaïques situées sur les toitures terrasses privées. Là, je fais référence à un projet que l'on a avec un opérateur, un grand opérateur du bâtiment français, hein, qui construit une résidence étudiante. Une résidence étudiante, on lui a demandé en tant que Ville de Lorient que cette résidence soit à énergie positive. La réponse potentielle, c'est de dire je couvre la toiture terrasse de cette grande résidence avec une installation photovoltaïque, sauf que une résidence étudiante a besoin de peu d'électricité, en particulier l'été, puisqu'il y a peu d'étudiants qui occupent cette résidence. Donc l'idée, c'est plutôt de dire cette toiture photovoltaïque, plutôt que de l'utiliser directement sur le site, elle sera surdimensionnée potentiellement. Eh bien, la SPL en fait l'acquisition et se débrouille
pour flécher l'électricité produite en direction de points de livraison de ces actionnaires. Voilà, donc on essaie de trouver des mécanismes, de tester des mécanismes pour essayer de faire en sorte que ce qu'on produit localement, on le consomme localement sans que ce soit trop contraignant et que ça reste réglementaire. Bien sûr. L'autre question, la question que je pose à la fin chaque fois, c'est il n'y a pas de formule magique, SEM, SPL ou CEMOP. Vous êtes bien, vous, dans la peau d'une SPL? Alors, bah, on a aussi, et j'entendais l'interlocuteur précédent qui disait qu'il disposait de plusieurs outils. Moi aussi, sur le territoire de Lorient Agglomération et de Ville de Lorient, on dispose de beaucoup d'outils, la SPL, mais aussi on a une société d'économie mixte qui s'appelle XC et qui fait aussi des énergies renouvelables. On a un budget annexe au niveau de l'agglomération qui fait aussi des énergies renouvelables. Donc on a pas mal de mécanismes. Moi, ce que je vois d'intéressant dans la SPL, c'est que le niveau, enfin jusqu'à présent, ce qu'on a pu démontrer avec la SPL à Lorient, c'est que le niveau de capitalisation est modeste par rapport aux capacités de lever de la dette. C'est-à-dire que le fait que tous les actionnaires soient des collectivités publiques a une forme, enfin, rassure considérablement les banques. Et d'autre part, on n'est pas, je comparais, je sors d'une réunion hier de la SEM justement, où à un moment donné, les banques qui sont autour de la table d'une SEM exigent un taux de retour sur investissement, parce que l'Europe aussi, de plus en plus, oblige les banques à avoir un affichage et quelque chose qui soit cohérent en matière de temps de retour sur investissement. Ça, on n'a pas cette problématique-là au sein d'une ESPL. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette demande prégnante des banques, des partenaires bancaires, qui sont utiles aussi, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas cette exigence-là, puisque tous ceux qui sont assis autour de la table sont des représentants de collectivités. Et donc, c'est ça qui nous permet aussi de dire, on peut viser à mettre en place un mécanisme qui nous assure une production d'énergie renouvelable à un coût, enfin, je dirais, un prix coûtant plus la marge minimale qui est imposée aux sociétés privées, à savoir 2%. Voilà, et ça, c'est un objectif qu'on essaie de tenir. Bien évidemment, il faut aussi faire en sorte que nos salariés soient correctement rémunérés, des avantages significatifs, parce que la concurrence des entreprises privées qui font la même chose que nous, et il y a des grands groupes en France, peut être aussi une incitation à ce que nos salariés soient tentés d'aller voir ailleurs, et nous, on a besoin de leurs compétences. Donc, il faut trouver cet équilibre, justement, entre produire une chaleur à prix coûtant qui soit abordable pour les collectivités et en même temps pouvoir satisfaire des exigences de nos salariés qui ont un statut privé et donc qui sont en attente de niveau de rémunération qui soit adapté aussi par rapport à ce qui existe dans le domaine purement privé, non détenu par des collectivités. Merci, Monsieur Paris, pour votre intervention. On reviendra vers vous avant la fin, notamment avec les questions des internautes que je réinvite une fois de plus à nous en poser quelques-unes. On va terminer. Donc, il y a 3 gammes, c'est simple. On termine donc par la CEMOP avec vous, donc Benoît Mercuzot, qui est le président de la commission CEMOP, la Fédération des élus des entreprises publiques locales, donc qui connaissait bien forcément ce dossier, et président donc de la CEMOP Amiens Énergie. Le contexte, d'abord, le rappeler, ce qui s'est passé à Amiens, quels étaient les besoins, les enjeux et les objectifs de la collectivité, cher Benoît Mercuzot. Eh bien, écoutez, quand on a été élu en 2014, il existait sur le territoire de la ville 2 réseaux de chaleur complètement déconnectés l'un de l'autre et qui fonctionnaient au gaz, tout simplement, et que nos prédécesseurs avaient réintroduit en régie. Et puis, il se trouve que quand on est arrivé, on était, nous, persuadés de tout l'intérêt des réseaux de chaleur, mais on a constaté qu'en interne, il n'y avait pas beaucoup de compétences. Pour tout dire, il y avait en réalité 2 personnes qui avaient quelques compétences en matière de réseaux de chaleur, mais c'était donc bien faible. Et puis, c'est précisément l'année où la loi a été adoptée, la loi qui autorisait la création de CEMOP. Et donc, on s'est intéressé à la chose et ça nous a paru, cette CEMOP, une forme particulièrement intéressante. J'entendais tout à l'heure M. Vincent dire, au fond, l'intérêt des EPL, c'est que les collectivités sont vraiment partie prenante, peut-être plus que dans une délégation ordinaire. Eh bien, effectivement, c'est vraiment ça qu'on a souhaité parce que, en fait, la CEMOP est le délégataire. Nous sommes, nous, ville d'Amiens, autorité délégante. La CEMOP est le délégataire.
Et comme on participe au capital, eh bien, on voit bien qu'on est à l'intérieur, y compris du délégataire, ce qui nous donne un droit, une capacité de voir véritablement ce qui se fait, ce que le délégataire réalise effectivement. Le délégataire, en l'occurrence, c'est Engie. Hein. Ah non, le délégataire, c'est la CEMOP. Pardon, Et effectivement, nous nous sommes associés avec Engie. Et peut-être pour préciser, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très clair immédiatement, c'est que au moment de la mise en place d'une CEMOP, la collectivité dit, eh bien, je délègue mon service public, en l'occurrence de la chaleur urbaine, à la CEMOP, et je mets en concurrence, au travers de la procédure ordinaire de mise en concurrence pour une concession de service public, je mets en concurrence, non pas pour savoir qui est le délégataire, puisque c'est la CEMOP, mais pour savoir quel est l'industriel qui viendra à mes côtés au sein du capital de la CEMOP. C'est 25%, c'est ça? En l'occurrence, nous avons fait le choix que Engie ait 51% du capital. Et nous-mêmes, Ville, nous avons 34% et la Caisse des dépôts ou Banque des territoires a 15% du capital. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que finalement, c'est ce mode de gestion qui a été choisi in fine? Est-ce que les autres modes de gestion auraient pu prévaloir? Ça aurait pu, dans d'autres domaines, nous avons des SEM et nous avons une SPL. Vraiment, c'est cette volonté sur ce domaine à la fois essentiel et très technique de nous associer à un industriel et donc de nous garantir du risque industriel. Parce que en même temps que nous avons négocié donc avec l'industriel, avec les industriels qui étaient candidats, que nous avons négocié les dispositions fines de la délégation de service public, eh bien, nous avons pu nous mettre d'accord pour transmettre, ça fait partie des conditions que l'on posait, pour transmettre le risque industriel précisément sur l'industriel qui, lui, est à nos côtés au sein de la CEMOP, mais qui, lui, possède complètement la technicité que nous n'avons pas en tant que collectivité territoriale. Vous voyez sur mes lèvres, cher Benoît Mercuzzo, brûler la question de savoir quels sont les rapports que vous entretenez avec l'actionnaire privé, comment tout ça s'organise à l'intérieur. J'imagine qu'il aurait préféré être plutôt en DSP, cet actionnaire. Probablement, il faudrait lui demander, mais je ne peux pas parler à sa place. Ce que je constate, c'est que, comme dans toute vie, il y a des moments un peu plus compliqués, notamment le moment qui a été un peu compliqué, c'est quand on a voulu réunir, enfin c'était prévu comme ça dans le contrat, hein, évidemment, mais les travaux de premier établissement, au fond. Ce qui a été compliqué, mais ça ne tient pas tellement d'ailleurs à l'industriel qui nous a accompagnés, ça tient plutôt à la nature même des travaux et ceux qui nous écoutent ou qui sont intervenus savent bien de quoi je parle. Mettre en place un réseau de chaleur dans une ville, c'est quand même assez compliqué, non pas seulement techniquement, mais du point de vue de l'acceptation des travaux, parce qu'on creuse des voies qui sont quelquefois très circulantes, de manière un peu longue, enfin voilà, donc c'est un peu compliqué, donc il faut tenir le rythme. Et puis on avait un engagement qui était que pour la saison de chauffe 2019, eh bien il fallait que notre réseau soit réunifié en un seul réseau et qu'il fonctionne avec plus de 60% d'énergie renouvelable et de récupération. Et de récupération, donc voilà, ça c'est atteint. Donc le montage financier, on en a parlé. Le recours au fonds chaleur aussi, vous l'avez évoqué, et donc c'est important d'assister là-dessus, à 21 millions d'euros hein, sur la tranche que nous sommes en train de réaliser. Sur la première tranche, nous avons obtenu 30 millions, ce qui fait que sur un total de 130 millions d'euros, j'arrondis vraiment beaucoup les chiffres, mais nous avons obtenu pratiquement 50 millions d'euros de subventions. Une CEMOP, c'est un engagement dans le temps, c'est un contrat avec un industriel. Combien cette durée? Comme pour une DSP, on cale la durée sur la nécessité d'amortir les investissements. Et comme là, les investissements, vous le voyez bien, sont assez lourds, et bien la durée de la DSP est de 25 ans. Donc on a commencé en 2017 et donc nous terminerons 25 ans plus tard, c'est-à-dire en 2042, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Il y a des clauses qui peuvent remettre en cause cette durée ou pas. Enfin, si le travail n'est pas effectué, mais enfin bon, est-ce qu'il y a le contrat, comme tout contrat de délégation de service public, prévoit des garde-fous, mais il n'est pas dans notre intention de mettre fin à ce contrat avant son terme. Bien sûr.
avec le recul, c'est parce qu'il y a donc 2017, c'est ça, hein, donc la mise en fonction. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan, et notamment sur la fameuse stabilisation de la facture énergétique? Alors, le bilan, il est franchement à ce stade très, très positif. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que le réseau se développe. Donc, j'évoquais les 45 millions d'euros d'investissement supplémentaires pour 25 km de réseau que nous sommes en train de réaliser pour la saison de chauffe 2025. Nous sommes également en train de travailler, c'est un point qui, me semble-t-il, est vraiment très intéressant pour l'ensemble des collectivités territoriales, au développement de ce réseau sur l'espace industriel. Parce que les industriels ont eu très peur en 2022, non seulement du prix des énergies, mais également de l'éventuel manque de disponibilité de ces énergies. Et de ce point de vue-là, pour un territoire, quel qu'il soit d'ailleurs, le fait de garantir aux industriels qui sont présents sur ce territoire d'accéder à une énergie décarbonée, et sur la disponibilité de laquelle il n'y a pas d'interrogation, je pense que c'est un point important pour garantir les emplois et évidemment les collectivités. Ça peut être un atout d'attractivité? Absolument, je pense véritablement. D'accord. Et puis, du point de vue du prix, alors je mentirais si je disais que nos prix n'ont pas été affectés par l'envolée, notamment du prix alors du gaz, parce que nous fonctionnons encore avec 38% de gaz, mais également de l'électricité, parce que un point que je n'ai pas mentionné, c'est que, et M. Vincent a évoqué la question de la récupération. Et nous avons la particularité de récupérer 20% de l'énergie utile au réseau, dont le réseau a besoin, en allant récupérer les calories des eaux de sortie de la station d'épuration. Donc, il y a d'énormes pompes à chaleur, il y en a 5 qui sont installées, et forcément, ces pompes à chaleur, elles fonctionnent avec de l'électricité. Et donc, quand le prix de l'électricité a connu des envolées complètement délirantes, d'ailleurs, que personne ne pouvait envisager, eh bien, forcément, nos abonnés s'en sont ressentis. Alors, on a joué, évidemment, avec la mixité, en faisant essentiellement fonctionner la biomasse, évidemment. Et puis, il y a eu le bouclier tarifaire que l'État a mis en place. Mais nous sommes restés véritablement compétitifs. Et aujourd'hui, nous savons que nous serons compétitifs par rapport au gaz nous sommes compétitifs dès lors que le gaz dépasse les 40 euros du mégawattheure. Voilà. En deçà, nous avons du mal à être compétitifs. Mais dès lors que le gaz atteint 40 euros du mégawattheure, nous sommes compétitifs. Et vous voyez bien que les circonstances font que, évidemment, très probablement, en tout cas, j'ose pas dire évidemment, parce que... pas des faits réels, compte tenu du contexte que vous venez d'écrire, sur les factures ont eu quand même... bien sûr, oui, c'est ce que je vous indiquais, les factures ont malgré tout augmenté, mais nous sommes constamment restés compétitifs par rapport à d'autres, bien sûr. Les projets de la CEMOP aujourd'hui, certains nouveaux chantiers sont à venir, donc pour développer, vous avez parlé de ces 25 km, avec donc un taux de verdissement qui va ça fait partie du contrat qu'on a signé avec l'ADEME. Nous allons atteindre 70%. Nous avons comme objectif, mais c'est assez complexe malgré tout, d'aboutir à 100% d'énergie renouvelable et de récupération. Mais en 2025, on sera, si je puis dire, seulement à 70%. Donc, on a encore du travail devant nous. Et puis, une question qui se pose, que nous n'avons pas résolue jusque-là, est la question de la capacité d'aller connecter des logements individuels. Aujourd'hui, nous allons connecter, alors évidemment des équipements publics, évidemment des logements HLM, évidemment aussi beaucoup de copropriétés privées, mais les individuels, eux, à ce jour, n'ont pas cette capacité à se connecter au réseau, et nous sommes en train de travailler sur ce point. D'accord, avec donc l'espoir d'y parvenir. Combien de... Je rappelle, hein, Amiens, c'est 135 000 habitants. Absolument. Dans la seule ville. Donc, votre aire de jeu, entre guillemets, là où se déploient vos réseaux de chaleur. Ça touche combien de logements, combien d'équipements, un réseau de chaleur? Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 19 000 logements. Voilà. Et avec l'extension, on va rajouter globalement 9 000 logements. Donc, vous voyez, on arrivera à 28 000 équivalents logements
sur 135 000 habitants. Donc, ça devient je suppose qu'il y a plusieurs habitants. Absolument. Oui, il y a Oui. globalement 65 000 voilà, personnes qui sont directement concernées, avec bien entendu aussi donc, les impacts qu'on peut imaginer. On a très peu parlé, mais enfin c'est de ma faute, sur la qualité de l'air, enfin, le réchauffement climatique ou autre. Donc c'est tout aussi important aussi. Enfin, je pense que ça transparaissait de l'ensemble des interventions. Il y a évidemment la question de l'environnement, enfin du respect de l'environnement. Et puis, un élément qui me paraît intéressant aussi pour le développement du réseau de chaleur, c'est que d'abord, nous percevons une redevance d'occupation du domaine public qui est à hauteur de 500 000 euros par an, donc c'est loin d'être négligeable. Et puis, par ailleurs, en tant qu'actionnaire de la CEMOP, qui n'a pas vocation à perdre de l'argent, eh bien, quand nous aurons terminé nos investissements, eh bien, nous percevrons des dividendes. Et ce que nous nous sommes dit, c'est que tout l'argent que la ville reçoit de la part de la CEMOP est consacré à la politique de rénovation du bâti privé auprès des personnes qui ne peuvent pas se connecter sur le réseau de chaleur. Parce qu'effectivement, je l'ai indiqué, les habitants de privés ne peuvent pas se connecter, enfin, sauf les copropriétés, mais les logements individuels ne peuvent pas se connecter. Et donc, nous développons une politique que nous finançons notamment par l'argent que l'on perçoit du fait du développement du réseau de chaleur. Non, Mercuzzo, on approche, en tout cas, attachez vos ceintures, comme dans le langage, on entame la descente en quelque sorte. Juste pour des mini pré-conclusions, en quelque sorte. Là aussi, la bonne formule, elle est liée au contexte, à l'historique, par exemple au rôle des SEM d'aménagement sur un territoire, à leur volontarisme. Absolument. Et moi, ce qui me frappe dans les expériences qui ont été évoquées, c'est que au fond, aujourd'hui, la plupart des collectivités ont bien compris que la question de l'énergie était devenue essentielle pour le développement de leur territoire. Et c'est quand même un pas important parce que, mettons-nous 15 ans en arrière, finalement, la question de l'énergie, ce n'était pas la question des collectivités territoriales. C'est vrai, c'était la question qui était entre les mains des grands opérateurs de l'État. Et les collectivités territoriales, il y a 15 ans, 20 ans, mettons, n'imaginaient pas avoir un rôle à jouer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, et on le voit au travers de l'exemple de Montpellier, de Lorient, mais de beaucoup d'autres, évidemment, eh bien, les collectivités territoriales s'impliquent. Et s'impliquer, c'est pas seulement en déléguant à un délégataire purement privé, mais ça peut être aussi en s'impliquant dans des entreprises publiques locales, quelle que soit par ailleurs leur forme, que ce soit une SEM, une SPL ou une CEMOP, mais des entreprises publiques locales qui donnent à ces collectivités la capacité d'être aux commandes et de s'assurer que leur stratégie territoriale est respectée et mise en œuvre. Vous avez un petit regret, le fait que la CEMOP, même si vous n'avez pas évoqué celle de la CEMOP de Paris, qui est en cours, voilà, donc qui va ajouter, ne soit pas suffisamment pris en considération par les collectivités? Alors, je constate, c'est un constat qui est fait par la fédération elle-même, que en 10 ans, il y a alors on est un peu au-dessus de 40 CEMOP créés, mais vous voyez bien que 40 CEMOP en 10 ans, ça n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Il y a différentes choses. C'est vrai que c'est un modèle qui fait un petit peu peur aux collectivités territoriales. On prétend que la mise en place d'une CEMOP est plus lourde que la mise en place d'une délégation classique. Moi, je ne crois pas à cette lourdeur particulière. Et par ailleurs, c'est bien probable aussi, peut-être effectivement que les industriels, les acteurs industriels qui accompagnent habituellement les collectivités sous forme de concessions de services publics, eh bien, regardent un petit peu la CEMOP avec une certaine froideur, en se disant qu'au fond, ils sont plus tranquilles, peut-être, pour le dire comme ça, quand c'est une délégation de service public pure et simple. À l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. C'est ça. Merci Benoît Mercuzzo pour ces précisions sur Amiens. Il y a quelques questions. Alors, je vois mon portable, c'est pas parce que je m'ennuie, loin de là, au contraire, j'espère que vous avez vécu ce webinaire avec le même intérêt que moi, parce que les questions arrivent. Donc, ça y est, on va essayer de répondre à certaines d'entre vous. Il y en a deux notamment qu'on a pris en note. Une qui a été posée par Aurélie Van Papayen, que je salue et qui demande à Frédéric Covin comment on fait pour créer une filiale SAS
et peut-elle faire autre chose que de la production de chaleur? Est-ce que, cher Monsieur Cobin, vous êtes toujours là, je l'espère, ou sinon peut-être oui, vous êtes Absolument. là. Voilà, très bien. Est-ce que voilà, est-ce que c'est vous avez entendu la question ou vous voulez que je vous la Oui, oui, repose? absolument. Alors, j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà répondu directement. Ah, il a répondu sur le chat. D'accord. Donc à cette question. En fait, une SAS, c'est une SA. Donc c'est exactement la même procédure. Donc ce que j'ai juste indiqué, c'est que pour créer une entreprise, évidemment, il faut déjà réfléchir à son objet social, son périmètre, ses objectifs, son tour de table, que j'ai appelé ses partenariats, hein, son tour de table. Et puis, il faut travailler sur la base, si possible, d'une étude de marché. Donc, comme on parle d'énergie renouvelable, moi, ce que je dis aussi, c'est que, et qu'on est très en lien tous avec nos collectivités, c'est bien évidemment que cette étude de marché, elle soit cohérente en lien avec le schéma directeur des énergies renouvelables de la collectivité, évidemment. Ça me semble une évidence, mais c'est bien, je crois, de le rappeler. Et puis, vous devez définir un business plan qui va permettre voilà, de définir un plan d'affaires prévisionnel et aussi dimensionner, on en a parlé un peu, je crois, il y a eu une question, le besoin en fonds propres, puisque créer une SAS, c'est aussi apporter des fonds propres, un capital pour pouvoir financer les opérations, sachant que une collectivité bénéficie d'un effet de levier très important au travers de sa société d'économie pour créer une SAS. Et donc, on a fait des projets, si vous voulez, en gros, qui se résumeraient à, pour 1 € investi de la collectivité, on a réussi à faire jusqu'à, au maximum, 100 € d'investissement. Donc, un effet de levier pour reprendre ce qui a été dit précédemment, qui peut être très, très important. Donc, avec peu de moyens de la collectivité, faire beaucoup de choses. Et l'idée que l'on aussi défend, c'est que il faut toujours que l'on soit en maîtrise, même si effectivement nous aussi on ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas bureau d'études, on n'est pas installateur, on n'est pas exploitant technique. Donc on s'entoure de professionnels, mais l'idée c'est qu'on soit toujours en maîtrise des projets, puisque au fond, n'oublions jamais qu'au travers de ces structures, on représente l'image des collectivités et des élus. Oui. Donc ça, c'est très important pour nous, mais on est toujours arrivé justement à maintenir cette mainmise sur les projets qui nous permet aussi d'éviter que on puisse éventuellement connaître une dérive des projets. Sachant que euh, les projets que l'on porte, ce ne sont pas évidemment que des projets financiers. On est là aussi pour l'intérêt général, on est là aussi pour voilà, défendre le développement durable. Donc ça va bien au-delà et c'est à la limite plus exigeant qu'un simple projet économique. Benoît Mercuzzo acquiesce. Et merci, Monsieur Cobin, ainsi que Monsieur Paris, d'ailleurs, parce qu'on m'informe sur mon oreillette numérique que vous avez répondu déjà à un certain nombre de questions par chat interposé. Il y a donc un off de ces webinaires, en quelque sorte. On parle, on répond, c'est bien. Je veux dire, ça anime à tous les niveaux. C'est très bien. Il y a quand même une question. Alors, hop, j'ai perdu voilà, le film. Ça y est, il y a une question que j'aimerais vous poser à vous, Benoît Mercuzzo, et à Bruno Paris. Comment obliger et inciter fortement le raccordement des bâtiments au réseau de chaleur? Vous savez qu'on voilà, on rentre un peu dans la technique. Benoît. Il y a une procédure de classement du réseau de chaleur qui oblige les immeubles nouveaux à se connecter. Alors, c'est évidemment particulièrement important pour les zones de développement nouvelles, notamment de l'habitat. Mais donc ça, c'est fondamental. Mais après, le vrai atout, la vraie incitation, c'est la compétitivité du réseau. On a pu constater ça, mais c'est vrai sur l'ensemble des territoires. Lorsque une copropriété a une chaufferie gaz traditionnelle un peu ancienne et que tout d'un coup, il faut procéder à un investissement, et ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros, peut-être quelquefois un peu lourd à porter par la copropriété, ça peut être le bon moment pour la copropriété de se poser la question de la connexion au réseau de chaleur, parce que plutôt que de repartir dans une chaufferie gaz qui va coûter cher et dont l'énergie elle-même risque fort d'augmenter de façon sensible dans les années à venir, la copropriété se pose la question et en général, c'est à ce moment-là qu'intervient le raccordement. Bruno Paris, sur ce sujet?
Bah, je partage les propos qui viennent d'être tenus et j'irai peut-être un petit peu au-delà en disant que nos réseaux sont dimensionnés pour transporter une certaine densité énergétique dans les rues. L'idée, c'est de ne pas trop toucher aux canalisations principales avant 30 ans ou plus. Et donc, l'idée, c'est de fait peut-être que par les mécanismes de rénovation énergétique des copropriétés, nous, on encourage les rénovations énergétiques globales, eh bien, de diminuer significativement la charge de certains bâtiments pour pouvoir, au fur et à mesure, offrir à de plus en plus d'abonnés, de copropriétés, la capacité de se raccorder. Et dans un futur encore plus lointain, j'espère qu'on pourra même faire chuter un peu les températures des réseaux, de telle sorte à ce qu'on puisse encore mieux valoriser la chaleur fatale de récupération dans ces réseaux à basse température. Merci, Monsieur Paris. Monsieur Vincent, un petit mot pour ça va vous avez passé une bonne après-midi, un bon début d'après-midi. Excellent, merci. Non. Non, alors, non, vraiment, bon après-midi, parce que voilà, on parle de manière très bienveillante et posée là-dessus, et les gens connaissent très bien leur sujet. Et non, sans être de nouveau flagorneur, mais ce qu'a dit Monsieur Mercuzzo sur les 40 euros du gaz, moi je vois passer ça, c'est mon quotidien, j'ai pas passé terrain, etc. Mais c'est vrai, c'est une valeur un peu, on le voit bien, un peu charnière. Et je rappelle, voilà, on parle des prix sur le marché. On était en mi-2020, on avait atteint des seuils très très bas, 20 euros là, le gaz sur les marchés. Donc là, ça a fortement augmenté 2022. C'était même antérieur à la guerre en Ukraine. Il y a eu une hausse. Puis ça redescend assez fortement aussi, mais ça va se stabiliser évidemment à une certaine valeur qui sera plus celle qu'on a connue. Je mets deux choses, une information et puis une deuxième où je mets un tout petit peu les pieds dans le plat, mais l'après-midi sur une autre. Voilà. Première info, avec la question que vous posez, l'incitation est très très importante. Avec la Banque des Territoires, l'ADEME a sorti un dispositif conjoint qui vise à apporter des prêts à taux bonifiés pour le raccordement notamment et les travaux dits de boucle d'eau secondaire, boucle d'eau chaude secondaire. Là, le fonds chaleur n'intervient pas, c'est des questions voilà, médicaux, un petit peu administratives, puisque c'est des travaux qui en général sont faits par les bâtiments et non pas par l'opérateur et qu'on ne peut pas aller jusque-là. Mais il y a quand même un petit gars à avoir et à aller chercher auprès de la Banque des Territoires via ces prêts à taux bonifiés qui vont, encore une fois, aider ce qu'on ne fait pas actuellement, c'est-à-dire aider à la création de boucles d'eau chaude secondaire, les colonnes montantes, etc. Ce qui doit être incitatif auprès des clients. La deuxième chose, c'est, quand je disais que je mettais les pieds dans le plat, c'est que, Monsieur Mercuzzo, vous avez parlé d'un amortissement sur 25 ans. Je pense qu'il y a un chantier aussi à imaginer. Demain, c'est l'amortissement sur un temps encore plus long. Parce qu'en fait, ce qui pénalise aujourd'hui en termes de compétitivité les réseaux, ça va être notamment ce fameux prix du R2, c'est-à-dire la répercussion par l'opérateur, par le délégataire des investissements. Et quand vous amortissez sur 25, ce n'est pas la même chose que quand vous amortissez sur 40. Autrement dit, quand vous répercutez auprès des abonnés ces investissements sur 25, ce n'est pas la même chose. Autrement dit, c'est un peu plus haut que si vous le répercutez sur 40 ans. Et je pense qu'il y a un travail, c'est pas simple, j'imagine, politiquement, administrativement, financièrement de le faire, mais on pourrait, à mon avis, gagner encore plus de marge de manœuvre sur la compétitivité des réseaux. Et ça, de nouveau, pourquoi je dis ça? Parce que les EPL, du fait même de leur structure, de leur organisation, peut-être cette capacité d'aller chercher encore ce gain, contrairement à des projets voilà, à montage un peu plus privé, bon, les termes sont un peu impropres, mais où c'est peut-être plus difficile d'aller convaincre des banques, etc., sur ces aspects-là. Voilà, c'était une petite ouverture que je fais en fin de réunion. Voilà, donc il y aura un webinaire 2 sur cette question-là, pourquoi pas. Donc, merci à vous tous, merci aux intervenants, merci à tous les internautes, merci Benoît Mercuzzo. Donc, et puis, on va tirer un peu les fils, les enseignements de tous ces échanges et rendez-vous. N'hésitez pas, hein, bien sûr, il y a un replay après à reprendre contact avec tout le personnel de la Fédération des entreprises publiques locales qui peuvent répondre, bien sûr, à toutes les questions que vous vous posez. Et puis, à très, très bientôt pour un nouvel épisode, en quelque sorte, sur ce dossier passionnant. Merci à tous. Merci.